À travers ce podcast, j'ai cherché à comprendre comment l'humanité a-t-elle pu se couper à ce point du vivant jusqu'à confondre la valeur de la vie avec la valeur du marché. Pendant des millénaires, l'économie était enchâssée dans la vie sociale, dans la vie symbolique et dans la vie spirituelle. Les sociétés fonctionnaient selon des logiques de dons, de réciprocité, de subsistance, mais aussi de liens sacrés. Rappelons-nous par exemple de l'économie morale au Moyen Âge chrétien. Du XIIe au XIVe siècle, l'Europe médiévale vivait dans un système où les échanges économiques étaient strictement encadrés par la morale chrétienne et les institutions communautaires. Les guildes et les coopérations réglaient les prix, les salaires, la qualité des produits et garantissaient la solidarité entre artisans. L'Église interdisait l'usure. Les foires n'étaient pas des marchés libres, mais des espaces rituels, régulés et hiérarchisés, où le commerce servait avant tout à maintenir des alliances et la cohésion urbaine. Les prix dits justes étaient définis selon la doctrine de Thomas d'Aquin. Donc la justice commutative doit régner dans les échanges afin que nul ne tire profit injustement du besoin d'autrui, qu'on retrouve dans sa somme théologique. Ainsi, l'économie médiévale européenne n'était pas autonome, mais elle était encastrée dans la théologie, la morale et le lien communautaire. Le profit individuel y était suspect, la richesse devait circuler et le travail s'inscrivait dans une vision cosmique du monde ordonnée par Dieu. Un autre exemple. Avant l'enclosure des terres en Angleterre, c'est-à-dire la privatisation des terres communales, principalement à partir du XVIe siècle, la plupart des villages d'Europe fonctionnaient selon une économie de subsistance communautaire. Les terres étaient communes, avec des champs ouverts, des pâturages partagés et des forêts collectives. Le travail s'organisait collectivement, comme les moissons, l'entraide, les corvées. Les prix des denrées de base, le pain, le blé, étant moralement encadrés par la coutume et la justice du roi. Quand les élites ont voulu libéraliser les échanges, donc notamment en Angleterre et en France au XVIIIe siècle, les populations ont réagi par des émeutes de la faim, mais non pas pour réclamer plus de nourriture, mais pour défendre une idée plus morale de l'économie. Mon dernier exemple est l'économie monastique des monastères bénédictins et cisterciens du 7e et au XIIIe siècle à peu près, qui formaient une économie spirituelle et communautaire. Le travail manuel, ora et labora, était une offrande à Dieu et non un moyen d'enrichissement. Les surplus agricoles ou artisanaux étaient redistribués sous forme d'hospitalité, d'aumône et de charité. Les monastères créaient des réseaux économiques performants, mais dont le sens premier était spirituel, social et non marchand. L'économie monastique illustre parfaitement le tissu sacré et communautaire de l'économie médiévale. La production, la redistribution et le don s'enracinaient dans une vision du monde où le travail était une prière et la richesse une responsabilité. Ce qui change à partir du XVIIe siècle, c'est que l'Europe entre dans un nouveau paradigme de la pensée. Le monde n'est plus perçu comme un organisme vivant. Descartes, qui a vécu de 1596 à 1650, prône la séparation de l'esprit et de la matière avec son dualisme célèbre entre res cogitans, la chose pensante, et res extensa, la chose étendue. Il introduit une rupture décisive dans la vision du monde. En posant l'idée que la nature est une matière inerte, mesurable et dénuée d'intériorité, il ouvre la voie à une conception mécaniste du réel. La nature devient un sujet d'étude et de domination, non plus un partenaire de relation.
Cette vision, en isolant le sujet rationnel du monde sensible, a profondément marqué la naissance de la science moderne, mais aussi, par ricochet, celle de l'économie moderne qui découpe l'humain, la nature et les valeurs en entités séparées et quantifiables. De la même manière, Newton, qui a vécu entre 1643 et 1727, dans ses Principia Mathematica en 1967, parachève cette révolution intellectuelle. Il conçoit l'univers comme un mécanisme régulé par des lois immuables, comme une gigantesque horloge cosmique fonctionnant sans finalité spirituelle et selon des relations de cause à effet. Cette pensée a permis des avancées scientifiques majeures, mais elle a aussi contribué à désacraliser le monde. La nature n'est plus porteuse de sens, elle devient objet d'exploitation, de calcul et de prévision. L'humain se perçoit comme un sujet séparé du monde, maître et possesseur de la nature. Ce basculement métaphysique est le premier pas vers la marchandisation du monde. Vient ensuite la révolution industrielle et la naissance du marché total. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, ce changement de vision s'incarne dans tous les secteurs de la société. Le travail devient une marchandise, car la force vitale humaine, qu'elle soit physique ou cognitive, se vend et s'achète. La terre devient propriété et ressource à exploiter. La monnaie devient le seul langage de la valeur. L'État se met au service du marché pour créer des lois naturelles de l'économie. Polanyi, qui a vécu de 1886 à 1964, qui est économiste et historien hongrois, penseur majeur du XXe siècle, connu pour sa critique du libéralisme économique et sa vision humaniste de l'économie, montre que cette transformation n'a rien de naturel. Elle a été imposée par des politiques, des enclosures et des déracinements massifs. Pour créer le marché, il a fallu détruire les anciennes protections communautaires. C'est la naissance du mythe de l'homo economicus, individu rationnel et calculateur, coupé de ses liens, de son corps, du vivant. Au XXe siècle, nous avons assisté à la mondialisation de ce mythe. Après 1945, deux forces se font face. D'un côté, le modèle capitaliste libéral occidental et de l'autre, le modèle collectiviste soviétique. Les deux partagent la même vision productiviste. Croissance, industrie, extraction, domination de la nature. La seule différence entre les deux, elle est politique, elle n'est pas spirituelle. Ainsi, le monde entier entre dans une logique de croissance illimitée et d'accumulation abstraite. L'accumulation abstraite est le processus par lequel la valeur, monétaire, capitalistique ou symbolique, se détache des réalités concrètes de la vie, du travail, de la nature et des relations humaines pour devenir une fin en soi, purement quantitative et autoréférentielle. On ne produit plus pour mieux vivre, on vit pour produire et accumuler. L'accumulation devient abstraite lorsqu'elle n'a plus de lien direct avec le bien-être, le sens, la beauté, la justice ou la cohésion du vivant. Elle obéit uniquement à la logique des plus, du rendement, de la croissance pour la croissance. Dans les années 1980, Reagan et Thatcher réactivent la version dure du libéralisme, le néolibéralisme, inspiré de Hayek et de Friedman. On privatise, on dérègle, on transforme tout en marché. La santé, l'éducation, la culture, le temps, notre attention, les émotions, la spiritualité. C'est à ce moment que la grande transformation décrite par Polanyi s'achève. Le marché n'est plus un secteur de la vie, il devient la matrice de la vie. Le résultat est une civilisation du contrôle,
qui prône la séparation. Quand le marché devient la matrice de la vie, les logiques de prix, les mesures, l'optimisation et le rendement s'imposent absolument partout, dans le travail, dans la santé, dans notre niveau d'attention, dans les relations, dans la nature. Cela oriente les institutions, les technologies et les comportements vers des indicateurs quantitatifs et non plus qualitatifs. C'est ce processus d'abstraction et d'instrumentalisation qui produit une rupture entre l'être humain et le vivant. À ce stade, la première chose que nous voyons apparaître chez l'humain, c'est une hypertrophie du calcul et du mental. La logique marchande valorise les choix calculés, la prévision, la maximisation d'utilité et la performance mesurable. Socialement et institutionnellement, cela met en avant les processus cognitifs analytiques, donc la planification, l'optimisation, la quantification, au détriment des capacités réflexives, affectives et relationnelles. Sur le plan individuel, les systèmes d'incitation, comme la rémunération de la performance, l'outil de mesure KPI, Key Performance Indication, les évaluations entraînent une focalisation cognitive sur les métriques. C'est une pression attentionnelle et une réorientation des priorités mentales vers le quantifiable. Ce que les neurosciences nous disent, c'est que les circuits dopaminergiques codent l'apprentissage fondé sur la récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils renforcent les comportements qui rapportent des récompenses attendues, ce qui favorise les stratégies instrumentales et répétitives, plutôt que l'exploration intrinsèque. L'exploration intrinsèque désigne la tendance naturelle du cerveau à chercher de la nouveauté, à comprendre et à créer, sans but utilitaire immédiat ni récompense extérieure. C'est le moteur de la curiosité saine, de l'apprentissage libre et de la créativité adaptative. Elle active des réseaux cérébraux différents de ceux du calcul, notamment ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, impliqué dans la rêverie, l'introspection, l'imagination. Les récompenses extrinsèques, l'argent, les scores, les bonus, tendent à détruire cette motivation intrinsèque et la créativité. Les conséquences sont que les personnes sont conditionnées à donner la priorité au court terme et à la mesure. On voit donc apparaître un appauvrissement des décisions qualitatives. On remarque également une augmentation du stress cognitif, une perte d'espace pour la contemplation, l'empathie, la créativité. Un point important se distingue, c'est l'aliénation du corps. La marchandisation du travail et de la vie, par la précarité, l'intensification, la fragmentation du temps et des tâches, crée une exposition chronique au stress, incertitude, exigence de performance, surveillance, qui active durablement les systèmes physiologiques d'alerte, comme l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ou bien le système sympathique, ou bien la suspension hydropneumatique antérieure du corps. La charge allostatique, qui est l'usure biologique du corps causée par une exposition prolongée au stress, augmente. On voit des dysrégulations cortisone-adrénaline, beaucoup d'inflammation, une altération immunitaire, qui se retrouvent de plus en plus fréquemment dans les analyses sanguines et sont des facteurs puissants de maladies cardiovasculaires, digestives, de dépression, de diabète, etc. Les environnements de travail hyper mesurés, surveillance, KPI, évaluation continue, sont corrélés à l'augmentation des burn-out, des troubles musculo-squelettiques et des maladies liées au stress. Les corps sont instrumentalisés. Temps et énergie biologique convertis en productivité. Avec moins de récupération, plus d'usure corporelle, on observe une perte des rythmes biologiques et de la physiologie régulatrice, comme le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Un cercle vicieux d'affaiblissement de la résilience s'installe. Autre point de conséquence,
la perte de sens du lien. Le marché favorise les relations transactionnelles au détriment des relations de réciprocité, de don, de confiance réciproque et d'appartenance. Les institutions et les pratiques sociales qui autrefois maintenaient le lien s'affaiblissent. Coopération locale, solidarité non marchande, etc. Les relations sociales robustes sont un déterminant majeur de santé. L'isolement social et la solitude augmentent significativement la mortalité et les risques sanitaires. Les sociétés inégalitaires montrent des scores plus faibles en confiance sociale, en santé mentale et en cohésion. Vous pouvez regarder les travaux synthétisés par Wilkinson et Pickett. Les modèles économiques numériques transforment l'attention et la vie privée en matière première. Ils fragmentent l'attention, favorisent le lien superficiel et exploitent l'émotion pour l'engagement, ce qui mine les relations profondes et la confiance. Il y a un article de Zuboff dans la Harvard Gazette. En faisant du lien social une ressource monétisante, le marché affaiblit les formes d'attachement, d'entraide et de confiance qui soutiennent la santé psychique et sociale. On assiste également à une crise du vivant. Si la valeur économique est abstraite, croissance, profit, et découplée du bien-être écologique, les décisions favorisent l'extraction, l'expansion productive et la maximisation du rendement, souvent au détriment des services écosystémiques. Les services écosystémiques sont les bénéfices que les êtres humains tirent directement ou indirectement du fonctionnement des écosystèmes naturels. Autrement dit, c'est tout ce que la nature fait gratuitement pour rendre la vie possible et agréable, souvent sans que nous en ayons conscience, comme purification de l'eau et de l'air, la pollinisation des cultures, l'eau douce, le bois, les fibres, les plantes médicinales, la beauté des paysages, la formation des sols, les cycles des nutriments, la photosynthèse, la diversité génétique, etc. Le rapport IPBES de 2019 de l'Office français de la biodiversité montre une perte massive de biodiversité et des services écosystémiques liés aux activités humaines. L'effondrement des populations d'espèces, la perturbation des cycles biogéochimiques, la fragilisation des ressources, eau, sol, pollinisateurs, entraînent une réduction de la résilience écologique. Ces perturbations coupent davantage l'humain du vivant par insécurité alimentaire, migration vers les villes, maladies émergentes. En conclusion, la grande transformation de Polanyi montre comment l'économie s'est désancrée du vivant et du lien social. L'enjeu actuel, que Libre-Essence prolonge à une autre octave, est d'inverser ce processus en replaçant la vie consciente au centre de la matrice économique, en reconnectant le corps, le lien, le sens. Dans la perspective Libre-Essence, cette régulation commence dans le corps et dans la conscience. Ainsi, au lieu d'être réactifs au système, nous redevenons un centre de gravité autonome, capable d'agir en cohérence avec le vivant, grâce à l'ancrage, l'hygiène attentionnelle, le ralentissement, la respiration consciente et non mentale. L'économie classique valorise la performance mesurable. Libre-Essence invite à rétablir une économie du sens. Agir non plus pour faire plus, mais pour faire juste, en alignant nos actions sur une vibration de beauté et de contribution. C'est le passage d'une économie de la peur, par manque, comparaison, contrôle, à une économie de la résonance, partage, cohérence, joie d'offrir. Créer des offres fondées sur la qualité vibratoire de la présence et non sur la quantité de clients nous paraît être beaucoup plus sain. Les systèmes numériques capturent notre attention et exploitent nos émotions. Libre-Essence propose de restaurer l'attention comme espace sacré, en cultivant la présence incarnée. Ce n'est plus l'algorithme qui gouverne la conscience, mais la conscience qui choisit son environnement vibratoire. Nous prenons la pratique du silence, la gestion consciente du numérique, le centrage énergétique après exposition à des flux toxiques.
Polanyi parle de du réencastrement de l'économie dans la société. Libre Essence parle du réencastrement du soi dans le collectif vivant, fondé non pas sur la peur ou l'idéologie, mais sur la résonance vibratoire et le sens profond. Les liens entre nous, ce qu'on appelle les liens horizontaux, se créent par rayonnement et non par besoin. Les liens verticaux, par connexion au soi supérieur, avant toute autorité hiérarchique. Si ça n'a pas de sens pour nous, si ce n'est pas en accord avec nos valeurs, pourquoi devons-nous le faire? Cela donne naissance à une nouvelle forme de communauté, organique, consciente, non dépendante du système, où chacun devient un point d'ancrage, de stabilité intérieure. Faire vivre cette nouvelle forme de communauté passe par des cercles de reliance, une créativité inspirée et des moments joyeux. Chez Polanyi, la rupture originelle est que la Terre devient marchandise. Libre Essence souhaite retrouver la Terre comme organisme vivant et partenaire vibratoire. Le vivant n'est plus un capital naturel, mais un champ d'intelligence avec lequel co-créer. La nature a tellement à nous apprendre. Là où le marché a hypertrophié le mental, Libre Essence souhaite restaurer la conscience, incarnée. Là où l'économie a détruit les liens, Libre Essence souhaite réinventer la reliance. Là où la modernité a séparé l'humain du vivant, Libre Essence souhaite devenir la voix du vivant en mouvement.